désolée et je vais d'abord demander Oui, bonsoir à tous. Très contente d'être avec vous ce soir. Aussi très heureux de partager cette tribune avec Bruno Coleman et Corinne Bobin. Je dis tout de suite que je vais être certainement très incisif, mais avec une volonté de respecter des relations de courtoisie nécessaires pour que le débat soit réellement intéressant pour vous et entre nous. Mais il est clair, comme on l'a déjà dit, que nous partons de points de vue très différents. Et donc, j'ai décidé dans cette présentation de me baser essentiellement sur ce que déclare et ma lecture de ce que déclare et ce que fait Bruno Coleman, pour avoir directement un débat de fond qui soit bien contradictoire. Bon, premier point, la question du rôle de la banque. Je pense qu'il y a une fiction qui est entretenue par les économistes mainstream dont je situe Bruno Coleman parmi ceux-ci, et je reprends un de ses exposés. Il explique que la banque sert à canaliser l'épargne vers l'investissement générateur d'emplois. Je crois que rien n'est plus faux au cours des dernières années. On pourrait dire en réalité que les banques utilisent toutes les ressources financières, dont l'épargne, à leur portée, pour des activités hautement spéculatives et risquées dans la sphère financière, afin de générer un maximum de profits à court terme pour les actionnaires et des revenus les plus élevés possibles pour les gestionnaires et les traders. On ne peut pas expliquer la crise telle qu'elle a explosé en 2007-2008 et telle qu'elle continue à se dérouler si on ne part pas de ce qui se passe réellement dans la banque. Que font réellement les banquiers avec l'argent des épargnants, mais aussi, on le voit pour ce qui concerne l'actualité, avec l'argent fourni par la Banque Centrale Européenne, puisque vous savez comme moi qu'en décembre, la Banque Centrale Européenne a prêté plus de 500 milliards à 523 banques européennes à 1% pour 3 ans, et qu'elle vient de remettre ça la semaine passée, et qu'on en est à, cette fois-ci, 539 milliards prêtés à 1% aux banques. Deuxième point, selon Bruno Coleman, la fragilité des banques aujourd'hui, on parle bien d'aujourd'hui, est causée par l'ampleur des dettes publiques. Il y a plusieurs sources, mais notamment, je vous indique une vidéo, une interview qu'elle a donnée au soir le 23 septembre 2011 et que vous pouvez consulter en ligne. Mais ça s'est répété à l'envi par une série d'autres économistes mainstream. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que les problèmes des banques sont causés par les dettes publiques. Les dettes publiques sont trop élevées. Les banques privées ont malheureusement acheté des titres de la dette publique, nous dit-on, grecs, portugais, irlandais. On ne nous dit pas pourquoi ils les ont achetés si massivement. Et ça va très mal pour ces pays. Et donc, en conséquence, les banques risquent de tomber en faillite. En réalité, la fragilité actuelle des banques est due à leur propre comportement. Sans l'aide des États, plusieurs d'entre elles, j'aurais tendance à dire, une majorité des grandes banques européennes seraient en faillite. Je parle de BNP Paribas Fortis, je parle de la Société Générale en France, du Crédit Agricole, de la Deutsche Bank, de la Commerzbank, de l'Union des banques suisses, de HSBC, les toutes grandes banques de Santander, de BBVA, les toutes grandes banques à l'échelle européenne. Les banques privées et d'autres investisseurs institutionnels au centre de la crise capitaliste sont largement la cause de l'augmentation de la dette publique depuis 2007-2008. Pourquoi? En raison du coût de leur sauvetage pour les pouvoirs publics, de la baisse des recettes fiscales en conséquence de la crise qu'elles ont provoquée et de la volonté des banques d'acheter des dettes souveraines. Quelle est la petite parcelle de vérité dans l'argument de Bruno Coleman et des autres économistes? Comme les banques privées se sont gavées de titres de la dette souveraine, en particulier à partir de 2007-2008, les difficultés de plusieurs pays de la zone euro ont commencé à les fragiliser. Alors, un mot
d'explication. Les banques privées ont commencé à traverser une crise qui les a fait tomber pour plusieurs d'entre elles. Banques privées, y compris Lehman Brothers en septembre 2008, mais c'est RBS en Grande-Bretagne, RBS qui avait été partenaire de Fortis et de Santander pour racheter ABN AMRO un peu avant. La liste des banques qui ont dû être sauvées par les États est très importante. Et ces banques entraient en crise absolument pas parce qu'elles avaient une quantité importante de titres de la dette publique. Elles avaient des actifs toxiques liés au marché des subprimes, des produits dits structurés liés au marché des subprimes. Les banques européennes avaient investi énormément de l'épargne déposée notamment par des citoyens et des citoyennes belges dans des banques comme Dexia, comme Fortis, comme KBC. Mais KBC, c'était surtout en Europe centrale et de l'Est. Mais disons, Dexia et Fortis avaient énormément misé sur les subprimes et avaient obtenu des rendements très importants. À partir de 2007-2008, elles doivent absolument, avec la crise du subprime, fuir ce marché, se défaire des titres, et ce n'est pas facile parce qu'ils ne valaient plus grand-chose, donc elles hésitent à les revendre, et ce qu'elles font, c'est qu'elles remplissent leur bilan d'actifs qui paraît triple A, c'est-à-dire des titres de la dette publique, et notamment des titres grecs, des titres portugais, des titres irlandais, mais aussi des titres d'autres pays de la zone euro. Et donc, c'est seulement à partir de 2008, avec de l'argent public qui vient de la Réserve fédérale des États-Unis, de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre et de la Banque de Suisse, que les banques se mettent à se gaver de titres publics. Et en se gavant de titres publics, pour améliorer la situation de leur bilan, parce que ce sont des triple A, et que donc ça va améliorer et la masse de leur bilan, et donc la proportion de ce qui est sûr dans leur bilan, c'est en faisant cela sur le plan massif, et en prêtant à long terme avec de l'argent emprunté à court terme, soit à la Réserve fédérale, soit aux banques centrales que j'ai mentionnées, soit aux Money Market Funds, en prêtant à long terme, elles se mettent dans une situation qui va leur causer de plus en plus de difficultés. D'ailleurs, il y a un exemple absolument probant en Belgique. Dexia a tombé une première fois en faillite, c'est-à-dire Dexia a été sauvé une première fois par les États français, belges et luxembourgeois en 2008. À ce moment-là, Dexia, pourquoi entrait-elle en faillite? C'était très clair, c'était notamment la FSA, son agence aux États-Unis, qui lui avait amené dans son bilan énormément de titres du subprime. Elle est sauvée avec l'argent du sauvetage et les prêts qu'elle reçoit de la Réserve fédérale des États-Unis, parce que Dexia a reçu 84 milliards prêtés par la Réserve fédérale des États-Unis, échelonnés sur 3 ans de 2008 à fin 2010. Dexia rentre une deuxième fois en faillite en octobre 2011 et doit être démantelée et formée Dexia SA Holding, Dexia Banque Belgique, devenue Belfius depuis 3 ou 4 jours, Dexia Crédit Local de France, etc. Or, à ce moment-là, tous les États payaient leurs dettes. Les deux crises de Dexia n'ont rien à voir avec la crise des dettes souveraines. Même si, évidemment, le fait que Dexia, entre 2008 et 2011, ait acheté énormément de titres grecs, portugais, irlandais, espagnols, pour améliorer son bilan, mais en utilisant de l'argent à court terme pour des titres à long terme, même si, par la faute de Dexia, elle s'est mise dans une difficulté terrible. En Belgique aussi, il faut le dire, la dette publique est c'est exactement le contraire que je devais écrire. Très intéressant. Comme quoi, sur moi-même, comme quoi on va changer sous vos yeux et rétablir la vérité. Si je vous avais posé la question, c'est tout à fait intéressant d'avoir fait ce lapsus, parce que si je vous avais posé la question,
je pense qu'une bonne partie de la salle m'aurait peut-être répondu, ben oui, la dette publique est beaucoup plus importante que la dette privée. Eh bien non, la dette privée en Belgique est 2 fois et demi quasiment la dette publique belge. La dette privée s'élève à 800 milliards de dollars, la dette publique, qui est énorme, presque 100% du produit intérieur brut, s'élève à 360 milliards d'euros. La dette privée est passée de 190% du produit intérieur brut à 233% du produit intérieur brut. La dette des ménages représente 57% du produit intérieur brut, c'est une dette privée. L'essentiel donc de la dette privée, c'est de la dette des entreprises financières, bancaires, assurances, etc., et des entreprises non financières, donc des entreprises commerciales, des entreprises industrielles. Alors, la question de ce débat, fallait-il sauver les banques? Je pense que la manière dont le sauvetage des banques a été effectué en Belgique et dans d'autres pays de l'Union européenne ainsi qu'aux États-Unis est tout à fait inacceptable. Il a été très coûteux pour les finances publiques, sans aucune poursuite contre les responsables du désastre, qu'ils soient à Fortis, à Dexia, à KBC, à Ethias ou ailleurs. Aucune poursuite non plus contre les responsables publics de tutelle ou de contrôle, la Banque nationale, l'ami Guy Quadenne, la commission bancaire, Servet, le ministre des Finances et ses chefs de cabinet et autres adjoints qui avaient la mission normalement de surveiller les banques. Fallait-il sauver les banques? Les autorités publiques de tutelle n'ont pas imposé, après le sauvetage de 2008 de Fortis, d'Ethias, de Dexia et un peu plus tard de KBC, n'ont pas imposé une véritable nouvelle discipline financière aux banquiers. Les banques ont continué à prendre des risques sur le dos de la communauté et des pouvoirs publics, notamment en se gavant de titres publics, je l'ai dit il y a un instant.